Bonjour à tous, c'est Mélissa de Némésis. Je suis porte-parole du collectif et militante nantaise depuis maintenant 4 ans. Et aujourd'hui, je voudrais faire un témoignage un peu particulier pour moi, puisque je vais vous parler d'une de mes relations amoureuses et de violences conjugales. Parce que je pense que c'est un récit dans lequel beaucoup peuvent se retrouver, et c'est à mon sens un sujet qui est un peu trop tabou dans notre camp. Donc j'avais 23 ans lorsque j'ai rencontré Julien. La relation a très vite débuté sans qu'on apprenne trop à se connaître, par l'attirance physique surtout. Et en fait, on s'est fréquenté régulièrement et très rapidement, deux sentiments opposés ont commencé à évoluer pour ma part. D'un côté, je me sentais très bien avec lui. Il était attachant, drôle, affectueux. Pour la première fois, je me sentais comprise et protégée. C'était quelqu'un de très attentionné et on avait les mêmes objectifs de vie, les mêmes valeurs. En fait, il cochait beaucoup de cases qui étaient très importantes pour moi, que je cherchais chez un homme. Mais en même temps, en parallèle de ça, j'avais aussi de mauvaises impressions. Je le trouvais assez égocentrique, assez narcissique, un côté pas naturel que j'aimais pas du tout. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'en fait, il me cachait un peu des choses sur lui, des choses que j'avais pas forcément le droit de savoir. Et puis rapidement, des premières disputes, des premiers conflits pour des sujets un peu futiles, des réactions qui me semblaient excessives de sa part. Par exemple, à l'époque, je fumais en soirée. Et en fait, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Et il me l'a fait comprendre, mais d'une manière assez rude. En fait, j'avais un peu le sentiment d'être une merde à ses yeux, parce que je fumais. Et plusieurs fois, comme ça, pour des petites choses, je me sentais un petit peu rabaissée. Et parfois, en fait, il prenait mal certaines choses, alors que c'était pas forcément mal intentionné de ma part, mais dès que quelque chose ne lui plaisait pas ou n'allait pas dans son sens, c'était forcément une provocation contre lui, un manque de respect contre lui, alors que pas du tout. Par exemple, comme je continuais à fumer, pour lui, c'était une provocation de ma part contre lui, alors que ce n'était absolument pas le cas. Mais j'ai un peu pris à la légère ces remarques et ces conflits à ce moment-là, parce que j'avais en tête que comme quelque chose ne collait pas, la relation n'allait pas durer. Mais malgré tout, moi je m'attachais de plus en plus à lui parce que je voyais en fait de Julien le bon que j'ai décrit au début et dont je commençais à tomber amoureuse, et le mauvais à côté qui n'avait rien à voir du tout et avec qui je me sentais en décalage. Et au bout de quelques mois, il y a eu une première rupture et c'est là que la manipulation a commencé. Lui était très affecté que je le quitte. Il y a eu beaucoup de discussions, de très longues discussions à rallonge, où c'était beaucoup lui qui parlait et moi qui écoutais. Comme tout bon manipulateur, c'était aussi un beau parleur. Il avait un côté assez charmeur, en fait, qui était convaincant. Donc après ces longues discussions, en fait, moi, je ne savais plus quoi penser. J'étais perdue. Et mes propres pensées étaient finalement remplacées par les siennes qui voulaient qu'on reste ensemble. Donc après tout ça, en fait, il m'avait convaincue et j'ai écouté mon cœur à la place de mon cerveau et je suis retournée avec lui et c'est là que les montagnes russes ont commencé. Et après ça, c'était l'amour fou, tout se passait très bien. Moi, je ne pensais qu'à lui. Quand on n'était pas ensemble, il me manquait terriblement. On avait une grande complicité, une alchimie que j'avais jamais connue avec qui que ce soit d'autre. Et puis aussi, il me complimentait beaucoup, il me chouchoutait. En fait, je m'étais jamais sentie aussi aimée et désirée par quelqu'un auparavant. Donc en fait, j'étais très amoureuse, mais aussi sous emprise, sans forcément le savoir. Mais très vite, le réel revenait. Des disputes pour rien, des coups de colère de plus en plus violents. Moi qui suis plutôt tranquille et n'aime pas les conflits, et aime plutôt vivre en paix, lui me disait que j'étais chiante et très difficile à vivre. Alors évidemment, je ne suis pas parfaite et j'ai aussi des défauts, mais il me décrivait d'une manière très exagérée et négative dont personne ne m'avait jamais décrite auparavant. Donc je commençais un peu à douter de moi-même au final et de ce que j'étais. Et lui aussi parfois reconnaissait ses torts, mais j'étais quand même souvent coupable de ses coups de colère. Et je me souviens de journées entières gâchées par des désaccords où moi j'étais là à côté à pleurer pendant longtemps, où lui était à côté de moi sans aucune réaction, complètement stoïque, un peu comme pour me punir au final. Et c'était des moments qui étaient assez compliqués pour moi et de grande angoisse, parce que j'étais en fait angoissée de le perdre. J'avais jamais connu de tels conflits avec qui que ce soit et c'était assez insupportable pour moi. Donc du coup, mon cerveau reprenait le dessus un petit peu sur mon cœur et de nouveau une rupture. Et ce schéma s'est répété en tout 5 fois en 2 ans et demi, et à chaque fois de plus en plus violent. Moi j'avais beaucoup de mal à l'époque à lui dire ce qui n'allait pas,
J'étais un peu lucide sur ce qui se passait quand même, mais j'avais du mal à mettre des mots dessus et aussi j'avais peur de ses réactions. Je savais qu'il ne le comprendrait pas et qu'il s'énerverait. Pour lui aussi, c'était impossible qu'on se quitte. On était faits l'un pour l'autre, on était trop compatibles pour se quitter. Pour justifier ces ruptures, du coup, il disait que j'avais un problème d'engagement. Ça, c'était le grand sujet. Il me disait que je préférais fuir le bonheur, fuir mes problèmes, et que de toute façon, voilà, continue comme ça, tu seras jamais heureuse, et de toute façon, tu trouveras jamais mieux ailleurs. C'est ce qu'il me disait. Et alors au fond de moi, je savais que c'était faux. Moi, j'ai toujours voulu m'engager avec quelqu'un, fonder un foyer avec quelqu'un, mais en fait, je voulais pas, j'avais peur de m'engager avec lui parce que mon instinct me disait que ça allait très mal se passer. Et parfois, je me surprenais aussi à me dire que si un jour j'avais des enfants avec lui, parce qu'au fond de moi, j'aurais voulu, dans un monde idéal, j'allais devoir les protéger de lui, en plus de moi. Mais sur le moment, tout ça, je ne le disais pas. Donc, il m'avait encore convaincue aussi. Et j'avais intégré que j'étais en partie le problème. Et les ruptures, comme ça, étaient à chaque fois de plus en plus violentes. Le ton a monté crescendo à chaque fois. En plus de ce que je viens de citer, déjà, j'étais très en colère. J'étais chiante, je ne comprenais rien. Il y a eu aussi quelquefois des insultes ou des mots très durs à chaque fois. Une des fois suivantes, il a été jusqu'à me dire va te faire sauter partout, va sucer machin, va écarter les cuisses, tu verras si c'est mieux ailleurs, ou des choses comme ça, toujours très dégradant. Et ça m'atteignait beaucoup. Donc en fait, ça se finissait comme ça, sous un flot de haine et d'insultes, où moi, j'avais absolument pas le droit de parler. Et ça s'arrêtait comme ça. Ce qui était très dur pour moi à vivre ensuite, qui était déjà assez un peu détruite psychologiquement. Et cette fois-là avait été très compliquée pour moi à gérer, tellement que en fait, ça m'empêchait d'aller travailler. Donc j'étais en arrêt de travail, je suis rentrée chez mes parents et j'ai été mise sous anxiolytique. Et après ça, les périodes de rupture étaient très compliquées. Enfin, les périodes de séparation étaient assez atroces. En fait, j'étais un peu comme une droguée en sevrage, finalement. En fait, on gardait un contact un petit peu indirectement, notamment via les réseaux, ce qui était assez malsain. Et lui s'en servait en fait pour que j'apprenne des choses, notamment qu'il fréquentait d'autres filles, pour me rendre jalouse. Et en fait, il savait parfaitement où viser pour me faire réagir et pour me faire mal, ce qui marchait parfaitement, évidemment. Et au-delà de ça, je me souviens qu'il a contacté des amis à moi, il a contacté mes 2 ex avant lui aussi, pour leur poser des questions sur les relations que j'avais eues avec lui, un peu des choses comme ça. Et donc je vivais aussi très mal son absence, je psychotais, je dormais mal, parfois aussi j'ai perdu du poids. Et puis en fait il finissait par me recontacter. Une fois il m'avait dit allez mais c'est bon, fais pas chier, reviens. Et moi je savais qu'il ne le fallait pas, mais évidemment j'en mourais d'envie. Donc j'y retournais. En fait c'était en même temps mon poison et en même temps l'antidote. Et en fait, je n'étais jamais aussi soulagée et apaisée que lorsque je le retrouvais. Je revivais et c'était comme si j'avais repris une dose de drogue finalement. Encore une fois, on passait des moments incroyables, c'était l'amour fou. Et c'est tout le paradoxe de cette relation, c'est que en même temps, je ne pouvais pas vivre avec lui, mais je ne pouvais pas vivre sans lui non plus. Si je devais résumer la relation, je dirais que c'était le meilleur et le pire. Le meilleur que j'ai connu parce que c'était le plus romantique, protecteur, attentionné. J'étais la plus belle, la femme de sa vie, sa princesse, voilà. Mais en même temps le pire parce qu'on m'avait jamais aussi maltraitée que ça. Dès que quelque chose n'allait pas dans son sens, ne lui convenait pas, j'étais la pire des merdes. Et concrètement, je méritais que du mépris et aucune empathie. En fait, quand lui souffre, quand lui était énervé ou frustré ou quoi, il faut que l'autre en face souffre au moins autant que lui. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à voir une psychologue. Et en réalité, au début, quand je l'ai vue, j'espérais presque qu'elle me dise que j'avais effectivement un problème et qu'elle me dise comment le régler et comment voilà, faire en sorte que la relation se passe bien, parce que moi, je voulais absolument rester avec lui. Au lieu de ça, elle m'a rapidement dit que je vivais le schéma des violences conjugales. Et au début, ça me paraissait
un petit peu léger, je pense, parce que je mesurais pas à ce moment-là l'ampleur des choses et j'imaginais pas non plus que la relation puisse déraper encore plus loin dans la violence. Et je ne disais évidemment pas à Julien ce qu'on se disait avec la psychologue, mais il me posait des questions un petit peu et quand je lui mentionnais les mots, par exemple, de manipulation ou emprise, il m'avait répondu de toute façon, ta salope de psy, tu m'as dit tout dans le crâne et de toute façon, tu lui racontes bien ce que tu veux, donc en fait, c'est biaisé. Et au bout de plus de 2 ans comme ça, lors de l'avant-dernière rupture, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, qui était quelqu'un de très bien, une relation tout à fait normale et saine, mais qui n'a pas duré parce que l'emprise que Julien avait sur moi était telle qu'il m'a suffi de le revoir à un événement en commun pour que je retombe avec lui dans ce qui a été cette fois la véritable descente aux enfers. Donc je me suis remise avec lui. Et là, les jours et les semaines qui ont suivi ont été très compliqués parce que lui qui était déjà très jaloux et assez parano, dès qu'un moindre mec m'approchait, là autant dire qu'il n'a pas du tout supporté que j'ai une autre relation avec un autre homme, il a voulu se venger, il a voulu se battre contre lui, il l'a provoqué. Et moi aussi, il m'a fait payer cette relation-là. J'ai eu droit à beaucoup d'horreurs qui sont assez innombrables, mais concrètement, j'étais en gros une traînée qu'il avait trompée, alors que pas du tout. Et donc là, j'étais vraiment au plus bas, en fait. Je contrôlais plus, j'arrivais plus à contrôler ma vie, je faisais n'importe quoi. Et je me souviens que le soir même, quand je me suis remise avec lui, il m'avait dit « T'es à moi, tu es à moi ». Et à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, il a raison. Enfin, au niveau où j'en étais rendue, en fait, il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, finalement. Et dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à manigancer des choses dans mon dos, un peu à vouloir contrôler ma vie, ce qu'il faisait déjà un petit peu auparavant, parfois. En fait, il s'est immiscé dans une de mes relations, sans que je lui demande rien. Et il a un peu saboté en me diffamant auprès de cette personne-là, dans mon dos, tout en jouant l'amoureux innocent devant moi. Et j'avais déjà un peu des doutes, mais quand j'ai eu la preuve qu'il était à l'origine des mauvais événements qui étaient en train de m'arriver, là c'était le tout de trop. Donc ce soir-là, je suis allée chez lui comme d'habitude. Et je voulais juste en finir, sans explication, je voulais juste en finir définitivement. Là c'était beaucoup trop pour moi. Et donc dès que je suis arrivée, il a vu à mon visage que j'étais au courant de tout. Et d'abord il a fui, il n'a pas assumé. Mais ça s'est pas arrêté là. Le ton est monté, la colère est montée, on s'est insulté, poussé. Il m'a provoqué en me disant vas-y, frappe-moi. Et moi j'étais complètement à bout de nerfs depuis ces dernières semaines et encore plus depuis le début de la relation. Donc je lui ai mis une gifle. Et ce que je n'aurais pas dû faire. Je lui ai mis une gifle comme une mère met une à son enfant ou comme une femme qui découvre que son compagnon l'a trompée lui en met une, ce qui était un petit peu le cas ici. Et ça n'excuse rien, mais je fais 50 kilos, lui est évidemment plus musclé et plus grand que moi. Donc voilà. Et en fait, c'était comme si il avait attendu, enfin comme s'il avait provoqué cette gifle-là pour pouvoir me frapper en retour, ce qu'il a fait quasiment en même temps. Donc il m'a frappée, avec évidemment beaucoup plus de force, donc ça a eu un sacré impact. D'autant plus qu'il avait dans la main une canette en métal remplie, il m'a frappée avec ça. Donc je l'ai bien senti passer et il m'a tenue, mais sinon je pense que je tombais et sur le coup, il y a eu quelques secondes où ça grésillait dans ma tête, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. J'avais la respiration coupée aussi sous le choc. Et en fait, il me maintenait, il m'a secoué, il m'a craché dessus, il m'a poussé en m'insultant de sale putain. Et il a fini par me jeter. Et à ce moment-là, je suis retournée à ma voiture. Et en fait, ce moment, j'étais complètement sonnée, impossible de partir. Et lui, en voyant que je ne partais pas, est revenu à la charge. Donc le voyant arriver, j'ai bloqué ma portière, évidemment. Mais il s'est défoulé sur ma voiture de tous les côtés en me disant de partir. Il a tapé partout, tout en m'insultant, en me menaçant. Il m'a dit par contre, je te préviens, tu m'as frappé, je t'ai pas frappé, t'es une mythomane et t'as pas intérêt à aller chez les flics. J'étais complètement sonnée, complètement sous le choc de ce qui se passait. Donc j'ai fini par partir et je suis allée au commissariat avec mes parents. Donc au commissariat, j'ai porté plainte pour violence conjugale. Et là-bas, j'ai répondu pendant un long moment à 8 pages de questions.
Et j'avais beau être lucide sur ce que je vivais, c'est surtout là que j'ai un peu mesuré l'ampleur de la relation que j'ai vécue pendant tout ce temps. Donc lui ensuite a été interpellé et a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Et j'ai eu droit aussi à un séjour en garde à vue pour la gifle que je lui ai donnée parce qu'il s'est retourné contre moi pour violence sur concubin. Donc suite à ça, il y a eu une confrontation pendant laquelle il a toujours nié les coups qu'il m'a portés, malgré les preuves, et en insistant bien sur le fait que par contre, moi, je l'avais giflé. Et ça a été classé sans suite, code 48, préjudice trop léger. Et je pense que la police a permis au moins que tout s'arrête définitivement, parce que je pense que lui sait que s'il me recontacte pour me menacer ou autre, il sait très bien ce qu'il risque. Et l'autre côté, même s'il me recontactait pour qu'on s'explique, qu'on discute comme les fois auparavant, à ce moment-là, j'étais tellement détraquée et détruite que même après ça, je pense que j'aurais pu y retourner. Voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué à m'attaquer indirectement pendant près d'1 an. Déjà dans les jours qui ont suivi, il s'est vanté de sa garde à vue sur les réseaux sociaux. Il a ironisé sur les violences conjugales en prenant, je cite, Bertrand Cantat comme modèle. Il n'a apparemment toujours pas digéré non plus l'autre relation que j'ai eue puisqu'il a agressé physiquement la personne en question. Et la cerise sur le gâteau, il est venu travailler à mon propre boulot. Et là, pour le coup, ça a été un énorme choc que j'ai beaucoup de mal à digérer. Parce que je ne pensais pas en fait qu'il irait jusque-là et je dois encore et encore redoubler d'efforts pour digérer cet événement aussi et apprendre à vivre avec ça aussi. Et l'impact psychologique que cette relation a eu sur moi est considérable et c'est là-dessus que je voudrais insister parce que les violences conjugales ne sont pas que physiques, elles sont aussi psychologiques et je dirais même que les violences psychologiques sont pires que les violences physiques. Parce que les traces sur le visage, ça part, mais les traces sur l'esprit, ça reste. Et en fait, quand on vous met dans le crâne ce genre de paroles très violentes, c'est comme un peu un poison qui s'immisce dedans. Et c'est quelque chose qui vous détruit de l'intérieur à petit feu. Et quand votre esprit est empoisonné justement et que vous êtes à bout de force, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur vous-même et sur votre vie. Par exemple, j'étais très souvent fatiguée pendant la relation, même en me reposant, j'étais souvent très épuisée psychologiquement, physiquement. Quelque chose aussi qui peut arriver dans ce genre de relation, j'avais des cystites à répétition. En fait, à chaque rapport sexuel, même en prenant les précautions habituelles, si je ne prenais pas de médicaments spécifiques, j'avais forcément une infection urinaire. Et j'ai jamais eu ce genre de problème-là avant. Et j'ai vu beaucoup de médecins, j'ai fait des tests, c'était quelque chose de très coûteux, douloureux, fatigant. Rien ne marchait définitivement, jusqu'au jour où j'ai vu une ostéo pour un tout autre motif, qui m'a dit je ne sais pas la relation que vous vivez, mais peut-être que c'est votre cerveau qui essaie de vous dire quelque chose. Et effectivement, elle n'avait pas tort. Et aussi, il a réussi à me faire douter de moi, pas totalement heureusement, mais même encore aujourd'hui, parfois, je culpabilise et je me sens responsable de ce qui est arrivé, de ces coups de colère, comme si en fait c'était ma faute, s'il était violent envers moi. Et à la fin de la relation, j'ai compris qu'il a raconté notre vie sexuelle à tout le monde. Et c'est quelque chose, c'est une des choses qui m'a le plus blessée et traumatisée, je pense. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus intime que d'offrir son corps à quelqu'un. C'était des moments qui pour moi étaient précieux et que je voulais partager qu'avec lui. Et en fait, lui en parlait à qui il voulait. Et puis de manière toujours très vulgaire et très imagée, évidemment. Et sans se demander un seul instant ce que ça me faisait. Et il ne comprenait même pas en fait, que ça puisse me blesser à ce point. Et en fait, j'ai le sentiment que mon intimité a été violée et c'est comme si une partie de moi avait été cambriolée et exposée à je ne sais qui comme ça, sans mon consentement. Et c'est assez traumatisant. Et ces paroles, ces mots très violents m'ont aussi beaucoup atteinte, en plus de ces trahisons. Et en fait, ça me blessait pas forcément parce que je les croyais, parce que souvent je me rendais bien compte que ce qu'il disait au fond de moi c'était faux, mais ça me blessait beaucoup parce que c'était la personne que j'aimais qui me disait ça en fait. Et en fait, à chacune de ces fois-là, je pense que j'aurais préféré qu'il me frappe parce que c'était moins douloureux en fait finalement. Psychologiquement, il m'avait complètement détruite.
Si j'avais des messages à faire passer aux filles qui peuvent être dans ces relations-là, ça peut paraître assez banal et plus facile à dire qu'à faire, mais c'est réel. Déjà, vous n'êtes ni folle ni coupable, parce que ce n'est jamais normal d'être dans des relations comme ça. Rien ne justifie une telle violence, et aucune relation ne justifie de vivre dans une telle souffrance non plus. Moi, je me suis souvent demandé s'il était vraiment amoureux de moi, et il le paraissait en tout cas. Il paraissait sincère et vraiment fou amoureux de moi, mais il n'y avait pas que ça, et dans tous les cas, on ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Écoutez votre entourage aussi, quand il s'inquiète pour vous, quand il vous met en garde. Écoutez votre corps quand il vous envoie des signaux. Il y a aussi, vous n'êtes pas seul non plus. Il existe des assos, comme Solidarité Femmes. Des psychologues sont là pour ça, des assistantes sociales. Et surtout, n'hésitez pas à porter plainte. Je sais que ça fait peur, voilà, on se dit que c'est difficile, c'est long, c'est douloureux, et puis ça sert à rien, le système est mal fait. Mais en fait, si vous ne faites rien, vous êtes sûr de perdre. Mais au moins, si vous essayez, vous avez peut-être un peu plus de chance vous avez déjà un peu plus de chances de gagner. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Moi, quand j'ai porté plainte, je me doutais bien qu'il ne serait pas condamné pour ça. Mais je pense que je ne suis ni la première ni la dernière à avoir subi des violences avec lui. Donc si la prochaine est aussi confrontée à ça et décide d'aller porter plainte, je me dis qu'au moins ce que j'aurais dit auparavant pourra l'aider. Et vous n'avez pas non plus à avoir peur. Là, actuellement, en faisant ce que je fais, honnêtement, j'ai peur des répercussions. Mais je considère que ce n'est pas à moi de me cacher ni de me taire. Et pour finir, je voudrais souligner l'importance de parler de violence conjugale à droite. Je pense que c'est un sujet qui parfois est mis sous le tapis dans notre camp, du moins dans certaines sphères. Et les violences conjugales, même quand on n'est pas forcément battu tous les jours, elles sont bien réelles, c'est assez répandu même seulement quand c'est psychologique, et c'est pas sous-estimé. Je sais que le côté emprise psychologique est assez difficile à comprendre et même parfois moqué. Souvent, on sous-entend encore parfois que oui, mais il faut pas être aussi faible que ça non plus, et puis aussi pourquoi elle est restée, mais elle a son moment de toute façon, elle exagère, et puis et lui je le connais, de toute façon c'est un bon gars, il ferait pas ça. Mais en fait, quand on va jusqu'à porter plainte, c'est pas pour rien. Pour ma part, j'ai été très bien entourée, assez soutenue par mon entourage, ma famille, mes amis, mais j'ai été aussi assez reniée, voire salie par certains. Et je sais que pour certains, c'est qu'ils ont été manipulés par les dires de Julien, qui depuis ça, en fait, me dénigre, m'insulte, raconte sa version à qui veut bien l'entendre en disant qu'il est la victime et moi qui suis une tarée hystérique, bonne à interner. Mais quand bien même, en fait, quand bien même on n'a pas à dénigrer une femme pour ça non plus. Et enfin, je ne demande pas à ce que chacun en fasse son cheval de bataille et s'immisce dans chaque histoire privée, à prendre un parti, à défendre un parti, mais au moins à respecter les femmes quand elles disent qu'elles ont été victimes de violences. D'autant plus que pour la plupart, ils savaient que Julien était quelqu'un de violent et de malsain. Certains même dans son entourage m'avaient mise en garde par rapport à ça. Pour autant, quand ça s'est fini, ils ont fait comme s'ils ne savaient rien, voire l'ont défendu. J'estimais beaucoup certaines personnes que je pensais avoir et défendre des valeurs, que j'ai vu me bloquer du jour au lendemain et le défendre sans réfléchir. J'ai vu des gens, même des femmes, soutenir Némésis, me féliciter pour mon engagement, me dire bravo, c'est top ce que tu fais, c'est courageux, à visage découvert, en plus c'est génial. M'ignorer vraiment du jour au lendemain parce que j'avais dénoncé cette personne-là spécifiquement. Et tout comme à gauche, il n'est pas normal d'ignorer des violences lorsqu'elles sont commises de la part d'étrangers. Il n'est pas non plus normal à droite d'ignorer ou de minimiser des violences lorsqu'elles sont commises par un Français, quelqu'un de votre camp ou de votre entourage. Au même titre que notre gauchiste complice qu'on peut scander en manif, vous êtes aussi dans un certain sens complice des agresseurs que vous protégez aussi. Et au-delà de ça, c'est aussi une question de cohérence. Je pense qu'on ne peut pas prétendre... On ne peut pas nier ou minimiser les violences conjugales et dans le même temps prétendre être le camp de la civilisation qui protège les femmes et défend les siens.